Bienvenue dans notre analyse. Quand on pense à Tsinghua-no, on imagine tout de suite une forêt de gratte-ciel, des parcs impeccables, l'image parfaite de la ville nouvelle, quoi. Mais ce qui est fascinant, c'est que sous ce vernis ultra moderne, il y a une histoire bien plus ancienne. Une âme qui remonte à plusieurs siècles. Et c'est justement ça qu'on va explorer aujourd'hui, en plongeant dans les sources qui racontent l'histoire de Tsinghua-no et de son cœur historique, Hanghao. L'idée, ce n'est pas juste de regarder une carte postale, mais vraiment de gratter la surface. On va parler de légendes, d'un temple qui servait de mairie et d'un esprit d'autonomie qui existait bien avant le premier bulldozer. Oui, et pour bien commencer, il faut faire une distinction importante. Tsinghua-no, c'est le nom de la baie, le grand cadre géographique. D'accord. Mais la vie, la communauté et le vrai cœur, pendant des siècles, c'était Hanghao. Notre parcours va suivre 5 récits qui s'emboîtent, en fait pour raconter comment un petit port est devenu la métropole d'aujourd'hui. Alors, commençons par le commencement. Le nom. Tsunquan-o, ça veut dire la baie du général. Un nom pareil, ça ne sort pas de nulle part. Ça sent la grande histoire, non? Exactement. Les sources parlent d'au moins 2 récits héroïques qui ancrent la région dans l'histoire militaire chinoise. La première légende, c'est celle d'un général de la dynastie Ming. Après une défaite, il se serait réfugié ici, mais il était gravement blessé et il en est mort. Ah, Et ces hommes, en son honneur, auraient nommé la baie après lui. C'est le récit un peu tragique, un peu romantique. et la deuxième version? Elle est plus ancienne, c'est ça, beaucoup plus ancienne. Elle nous ramène à la fin de la dynastie des Song du Sud, au XIIIe siècle. L'empereur en fuite s'était réfugié près de Kowloon. Et pour protéger l'entrée du port, un général aurait été posté juste ici, à l'embouchure de la baie, une sorte de verrou militaire. Donc, dans les deux cas, on a cette image d'un lieu de défense. Est-ce qu'on sait laquelle est la vraie histoire? Honnêtement, ce n'est même pas le plus important. Ce qui est révélateur, c'est que ces légendes aient persisté. Ah oui, Ça veut dire que la communauté locale a choisi de s'identifier à ça, au courage, au sacrifice. C'est un choix culturel hyper fort. C'est dire, notre histoire commence avec l'héroïsme. et pourtant, il y a un autre nom, beaucoup plus terre-à-terre, qui vient de l'époque coloniale, Junk Bay. Oui, la baie des Janques. Alors, on pourrait penser que Junk est juste une déformation de Tsun-Quan. C'est une possibilité, mais la théorie la plus acceptée est en fait beaucoup plus simple, plus visuelle. Il faut imaginer la baie à l'époque. C'était un abri parfait contre les typhons et elle était tout le temps remplie de voiliers traditionnels, les fameuses jonques. D'accord, donc pour un marin britannique qui arrive, c'est une évidence. Voilà. Ce n'était pas la baie du général, c'était juste la baie remplie de jonques. Junk Bay. C'est incroyable, cette dualité. D'un côté, la gloire militaire locale, et de l'autre, le regard extérieur, pragmatique, commercial. Et cette tension, en fait, elle raconte toute l'histoire de Hong Kong. Héroïsme romantique contre esprit marchand. Qui a raison? La question n'a pas de sens. Les deux visions ont forgé la région. D'accord, mais concrètement, si on se promène là-bas aujourd'hui, on ne va pas trouver de statut de général. Comment on se connecte à cette histoire? C'est là qu'intervient notre premier trésor caché. C'est ça. Le trésor, ce n'est pas un objet, c'est un lieu et une perspective. Il faut aller sur la promenade de Tsongquan-no, près de l'entrée de Lei-yu-men. Oui. C'est à peu près là que le général Song aurait monté la garde. Et en se tenant là, face à la mer, la promenade devient une sorte de monument virtuel. Elle nous pose la question, cette terre a-t-elle été définie par la guerre ou par le commerce? Et le fait qu'il n'y ait pas de réponse simple, c'est ça qui est puissant. Exactement. Bon, laissons les grandes légendes de côté un instant. Pour comprendre la vie des gens, il faut chercher quelque chose de plus tangible. Et là, il y a un lieu qui semble jouer ce rôle à la perfection, le temple Tinaou de Hanghao. C'est l'ancre temporelle de toute la région. Si les légendes sont un peu floues, ce temple, lui, est solidement ancré dans le temps. Il a été fondé au début des Qing, mais le moment clé, c'est sa reconstruction en 1840. 1840, attends, ça me dit quelque chose, c'est juste avant la première guerre de l'opium, ça. C'est une période de chaos total. C'est précisément ça qui est incroyable, qu'une petite communauté de pêcheurs ait pu financer un tel projet à ce moment-là. Ça montre qu'ils étaient déjà organisés. Et prospère. C'est une démonstration de leur force et de leur autonomie avant même que l'influence britannique ne soit vraiment établie. C'est une affirmation forte. Mais comment on peut être sûr de cette date? Il y a une preuve? Il y en a une et elle est magnifique. C'est une énorme cloche en fonte dans le temple et dessus il y a une inscription gravée qui ne laisse aucune place au doute. Ah oui. 20e année de l'ère Daoguang, ça correspond pile à 1840. C'est un point de repère absolu. Une cloche?
Pour des marins, ça doit avoir une symbolique très forte. Immense. Cette cloche, c'est un pacte entre la communauté et sa déesse, Tinhao, la déesse de la mer. C'est une prière en bronze, une demande de protection contre les dangers qui étaient leur quotidien. Et le temple lui-même, il est comment? Les sources disent qu'il est assez unique. Oui, il n'est pas grandiose, et c'est ce qui le rend si intéressant. Il est classé, bien sûr, mais ses détails racontent son histoire. Pas de briques vertes luxueuses comme dans les temples officiels, mais de simples carreaux rouges. D'accord. Le fait du toit est sobre, sans les sculptures complexes qu'on voit ailleurs. Et le plus important, Oui. c'est un temple privé. Qu'est-ce que ça change? Tout à fait. Il n'est pas géré par un organisme officiel. Il est géré par la communauté locale depuis le début. Ça, plus les matériaux modestes, ça dresse le portrait d'une communauté autonome, qui se prend en charge. C'est un véritable îlot culturel. Un îlot culturel. Et d'après ce que j'ai lu, cet îlot était bien plus qu'un lieu de prière. À la fin des Qing, on dirait que le temple était le vrai centre de pouvoir de Hangalou. C'était la mairie, le tribunal et la chambre de commerce, tout en un. Carrément. Il faut se remettre dans le contexte. L'administration coloniale britannique était très loin, surtout dans les nouveaux territoires. Elle ne s'occupait pas des problèmes du quotidien. Du coup, les organisations traditionnelles prenaient le relais. Et comment ça fonctionnait en pratique? C'est là que les anciens se réunissaient pour arbitrer les conflits. Sur les terres, les droits de pêche, c'est là qu'on gérait les ressources communes. Et c'est aussi là que les familles riches affirmaient leur statut. En finançant une rénovation, en offrant un hôtel, chaque don était une affirmation de pouvoir. Et on a une autre trace de cette prospérité. Une autre date pour compléter celle de la cloche de 1840. Oui, il y a un deuxième marqueur temporel. Sur une porte, un couplet gravé porte la date de 1875. 35 ans plus tard, qu'est-ce que cet écart nous apprend? Il nous apprend que la prospérité a duré. 1840, c'est l'émergence de la communauté. 1875, c'est la confirmation de sa richesse. Ça prouve que Hangaou était une société structurée, le vrai cœur politique de la région. Un cœur qu'on a un peu oublié depuis. C'est fou d'imaginer ça. D'ailleurs, il y a un autre trésor caché juste à côté, le parc Moncook Lane. Le nom n'est pas un hasard, j'imagine. Pas du tout. C'est un clin d'œil très subtil. Moncook fait écho à Moncheong, le dieu de la littérature, qui est vénéré dans une salle annexe du temple. Ah, d'accord. C'est un lien direct. Exactement. Et ce parc moderne, c'est l'endroit parfait pour s'arrêter et imaginer l'ancienne place du marché qui se tenait là, sur le parvis du temple. La vie publique, quoi. C'est ça. Les gens qui vendent leurs poissons, qui attendent le jugement des anciens, le parc d'aujourd'hui, c'est l'écho moderne de cette ancienne place. C'est difficile d'imaginer cette place de marché quand on voit l'immensité de Tsunkwano aujourd'hui, ce qui nous amène à la transformation la plus radicale de son histoire. Radical, c'est le mot. Cette baie a eu plusieurs vies, et pas toujours glorieuses. C'est-à-dire? Elle a été un port de commerce, Junk Bay, un abri contre les typhons, mais pendant des décennies, au XXe siècle, elle a été le principal site d'enfouissement de Hong Kong. La poubelle de la ville, en gros. On peut le dire comme ça, oui. C'était l'arrière-scène de la métropole, l'endroit où l'on mettait ce qu'on ne voulait pas voir. C'est dingue. Et ensuite, pour construire la ville nouvelle, on a remblayé massivement. Le littoral d'origine, les villages, les champs, tout a été englouti. La vitesse de ce changement est vertigineuse. Comment on fait pour ne pas oublier ce passé? Il existe un lieu, les Tikeo Folk Museum, qui est un peu le gardien de ce monde disparu, non? C'est exactement ça. Ce sont des archives vivantes. Ils collectent les photos, les objets et surtout les souvenirs des anciens habitants. Les souvenirs de ce paysage qui a été, comme le disent les sources, sacrifié. Sacrifier, le mot est fort. Oui, et le rôle de ce musée, c'est de poser une question en comment on fonce vers le futur sans totalement effacer le passé. Il permet aux nouveaux habitants de comprendre que leur appartement n'est pas apparu sur un terrain vierge. Et juste à côté, il y a un autre lieu qui crée un contraste saisissant, le parc du Vélodrome de Hong Kong. C'est une juxtaposition incroyable. C'est vraiment l'expérience à faire. Laquelle? D'abord, passer du temps dans le musée, s'immerger dans l'histoire, la lenteur de la vie d'autrefois. Et ensuite, on sort, on marche quelques mètres et on arrive au Vélodrome. L'architecture est ultra moderne, on entend le bruit des vélos qui filent à toute allure. C'est ça. On passe de la mémoire statique à l'énergie cinétique. Ce n'est plus une idée abstraite, on le ressent physiquement. En 5 minutes de marche, on traverse un demi-siècle de transformation. C'est une leçon d'histoire à ciel ouvert sur la philosophie du développement de Hong Kong. Après cette vision à grande échelle, j'aimerais qu'on revienne une dernière fois au niveau du sol, à la vie des gens qui peuplaient ces villages.
comme Tin Hau Wan et Phat Tao Cho. Oui, c'était une économie mixte, très typique. La pêche, bien sûr, d'où l'importance de Tinahou. Mais pour assurer leurs arrières, ils pratiquaient aussi l'agriculture. Pêcheurs-agriculteurs. Et l'urbanisation a tout balayé. Est-ce qu'il reste la moindre trace de ces villages aujourd'hui? La plupart ont complètement disparu. Mais, si on sait où chercher, des traces subsistent. Ah oui? Ce ne sont pas des ruines spectaculaires, hein. Parfois, c'est juste un bout de mur en vieille brique grise ou des fondations en pierre coincées entre deux tours de 40 étages. Ce sont donc d'autres îlots culturels, encore plus discrets que le temple? Exactement. Des îlots encore plus fragiles. Ils ne sont pas protégés, pas signalés. Ce sont les cicatrices de l'histoire sur le corps de la ville. Donc notre dernier trésor caché, c'est le plus difficile à trouver. C'est une quête, en fait. Oui, l'intérêt, c'est le jeu de piste, l'exploration urbaine. Il faut avoir l'œil, comparer avec de vieilles cartes, chercher la texture d'une vieille brique à l'ombre d'un mur de verre. C'est une expérience très forte. Pourquoi? Qu'est-ce que ça nous apprend de trouver ça? Ça nous fait réaliser, de manière très physique, que la ville nouvelle ne s'est pas construite sur une page blanche. Elle s'est superposée à un tissu de vie, de tradition, de maisons qui était là bien avant. C'est comme voir à travers les couches du temps. Pour résumer, si on met tout ça bout à bout, le Yojong du général, aux ruines cachées, l'histoire de Tsangkon-ho, c'est une histoire de résilience. Oui, tout à fait. Celle d'une communauté qui s'est définie par l'héroïsme, qui s'est autogérée, et dont l'esprit survit dans ces quelques vestiges. Ça nous rappelle que le développement de Hong Kong, c'est toujours une transformation, jamais une création à partir de rien. C'est ça. Et les trésors qu'on a évoqués, la cloche, la promenade, le statut du temple, ce ne sont pas des monuments grandioses. On pourrait les appeler des ancrages culturels. Des ancrages culturels. Oui, dans une ville obsédée par la nouveauté, ces ancrages sont vitaux. Ils donnent une base, des points de repère pour savoir d'où l'on vient, et donc pour mieux savoir où l'on va. Pour finir, je repense à ce mot très fort utilisé dans les sources études. Le musée préserve la mémoire du paysage sacrifié. Le sacrifice implique un choix, une perte volontaire pour un bien jugé supérieur. Et ça soulève une question qui dépasse largement Sun Quan-ho. Dans une ville qui se réinvente en permanence, que choisit-on de sacrifier et que choisit-on de préserver comme mémoire? Et finalement, qu'est-ce que ces choix révèlent sur l'avenir que l'on est en train de se construire?